Europe 1. Elliott Deval et vous. 12h19 sur Europe 1, la suite d'Elliott Deval et vous. Et nous revenons, Elliott, sur le procès de l'affaire Lola qui a ouvert ce matin. Ce vendredi 17 octobre et jusqu'au 24 octobre prochain, Dabia Benkired, accusée d'avoir tué la petite Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022 à Paris, est devant la cour d'assises de Paris. L'enquête a révélé un drame terrifiant, horrible, qui a sidéré la France bien sûr, qui a été le fruit de nombreuses polémiques parce que beaucoup ont refusé de voir ce qu'il s'était passé, refusé d'aller sur les questions centrales à travers ce drame. Il y a l'horreur bien sûr, il y a la faillite migratoire puisque cette femme n'avait rien à faire chez nous, faillite sécuritaire, faillite évidemment de soutien des familles de victimes, tant on sait à quel point ce drame a bouleversé la famille de la petite Lola, bien sûr. C'est horrible ce que j'ai fait et je le regrette, a déclaré il y a quelques instants la Dabia Benkired. On est en direct avec Gilbert Collard qui est avec nous. Vous êtes ancien eurodéputé, bien sûr, mais vous êtes aussi un avocat. Et c'est pour ça que c'est important de vous avoir. Avant de vous poser quelques questions, Gilbert Collard, je voudrais juste qu'on écoute Jean-Baptiste Marty, qui est journaliste au service police-justice d'Europe 1, et qui revient sur le profil de la meurtrière. Cette Algérienne, aujourd'hui âgée de 27 ans, est arrivée en France en 2016 grâce à un visa étudiant. Mais en réalité, elle ne va jamais en cours. Elle erre dans Paris, se drogue jusqu'à cette rencontre et ce crime sordide. Devant les enquêteurs, Dabia Benkired compare le meurtre de Lola au sacrifice du mouton durant l'Aïd. Ça ne lui fait, je cite, ni chaud ni froid. En prison, son état psychiatrique interroge. Elle se rase la tête, ingurgite du plâtre. La question qui se pose alors, était-elle consciente de ce qu'elle faisait lorsqu'elle a tué la jeune collégienne? Les experts sont formels. Dabia Benkired ne souffre d'aucune pathologie. Ils la décrivent comme manipulatrice, antipathique. Des débats sur son état de santé qui reviendront très probablement sur la table au cours du procès. La défense voulant plaider une altération du discernement au moment des faits. Gilbert Collard, et là je m'adresse à l'avocat. De quoi, maître, ce drame est-il le nom? Et ce procès? D'abord, ce drame, il a une meurtrière horrible, mais dans mon musée des horreurs, j'en ai rencontré souvent des meurtriers horribles, mais il a des complices. Ce sont ceux qui ont fait que cette meurtrière dangereuse, répétitive, droguée, alcoolique, était encore là, alors qu'elle n'aurait pas dû être là. Voilà. Tous ceux qui ont une part de responsabilité dans sa présence sont indirectement complice. Alors, aujourd'hui, devant la cour d'assises, elle a commencé à formuler des regrets. Mais rappelez-vous quand même que lorsqu'elle avait été interrogée par la police, elle avait déclaré « Ça vous intéresse la mort d'une petite? Pas moi. » C'est ce qu'elle avait déclaré. Et alors commence maintenant la mise en place d'un système de défense, ce qui est légitime, ce qui est normal, mais il ne faut pas en être dupe. Bon, les avocats vont chercher à plaider l'altération du discernement, ce que les psychiatres ont récusé. Il y a du reste un psychiatre qui a eu une formule qui est tout à fait vraie, c'est que l'horreur du crime, la folie du crime, ne reflète pas la folie du criminel. C'est pas parce qu'un criminel accomplit un acte que notre imagination ne peut pas concevoir, que notre cerveau ne peut pas encaisser, qu'il est forcément faux. Elle a eu tout au long de l'action criminelle des actes de lucidité. Par exemple, quand elle exige que cette malheureuse victime de 12 ans se prenne une douche avant que d'être violée et assassinée, on est dans l'ordre d'une hygiène de l'horreur. Il faut donc bien qu'elle ait quand même une lucidité dans la préparation du passage à l'acte criminel. Il y a donc cet aspect-là, bien sûr. Je parlais des faillites, il y a une autre faillite, vous avez parlé de la faillite migratoire, puisqu'elle n'avait rien à faire chez nous, mais il y a aussi la faillite médiatique, Gilbert Collard. Et l'affaire Lola est un tournant là aussi. C'est un tournant parce que les médias, beaucoup de médias, ont refusé de voir ce que tous les Français ont vu. Et j'ai, pour souvenir, ce reportage avec comme titre « La fabrique du mensonge ». La fabrique du mensonge, oui. C'est ignoble parce que c'est une volonté de nier la mort assassine, la mort criminelle. C'est tous ces gens qui ont
ont fait reproche aux uns et aux autres, qui pleuraient sur la mort de Lola et qui dénonçaient les complicités et l'horreur du crime. Tous ces gens qui ont dénoncé la récupération, pour reprendre le terme des boueurs qu'ils utilisent, tous ces gens sont quelque part des gens qui ont piétiné la mort de Lola, quoi. Parce que si on n'a plus le droit d'avoir du chagrin, si on n'a plus le droit de dire l'horreur d'un fait divers, si on n'a plus le droit de dire sa peine, on fait quoi? On passe son temps à faire la louange du criminel. On s'émeut sur l'histoire du criminel. Bien sûr. Et puis c'est surtout que à travers ce drame, il y avait des questions sociétales. C'est devenu un fait de société quand on a découvert toutes les faillites autour du personnage de la meurtrière. Un grand merci Gilbert Collard d'avoir réagi en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous. Christophe Bordet, vous souhaitez réagir? Dit effectivement qu'il y a des médias responsables, eh bien il y a aussi évidemment beaucoup de politiques responsables. Il faut se souvenir que Dupond-Moretti, qui était ministre de la Justice à cette époque, avait quand même dit que parler de cette affaire, c'était de la poloche. Pardon, mais c'était quand même gravissime d'avoir des propos de la sorte. Madame Borne, qui était première ministre, demandait à Marine Le Pen, sur ce sujet, autant que je me souvienne en tout cas, de se taire. Donc finalement, le gouvernement n'était ni responsable ni coupable, alors qu'on était face à une OQTF qui n'avait rien à faire sur le territoire et que si elle avait été effectivement expulsée du territoire, on n'aurait pas eu ce drame, tout simplement. La famille de Lola, une partie de la famille est arrivée avec un t-shirt et était dessiné le visage de Lola ce vendredi. Vous savez, il y a eu toute cette polémique aussi sur est-ce qu'on avait le droit de manifester sa colère avec le visage de la petite Lola. Sébastien Ligné, rapidement. Oui, elle est devenue, hélas, le symbole de tout cela. C'est pour ça que moi je pense que c'est un double procès aujourd'hui, à la fois contre la meurtrière inhumaine de Lola, mais aussi contre l'État français et son impuissance. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a une responsabilité directe. On s'est longtemps posé la question quand on apprend, pas plus tard qu'aujourd'hui, pendant le procès, que la sœur de Dabia, qui avait été expulsée après l'affaire, est revenue en France. Elle vit dans le Sud et aujourd'hui, elle refuse de comparaître devant la justice. Vous vous rendez compte que tout est résumé dans cette affaire. Oui, l'inhumanité et l'impuissance l'impuissance politique, l'impuissance judiciaire, l'impuissance médiatique, tout est résumé dans cette affaire et on va juger tout le monde aujourd'hui.